Alors, on va passer à la communication suivante. Donc, l'épidémiologie, c'est comme une enquête policière. Il faut diversifier, multiplier ses sources. Et donc, maintenant, on va voir rapport d'infection et Covid en population générale, apport de la cohorte EPICOV par Anne Pastorello de l'Université Paris-Saclay. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie très chaleureusement les personnes qui ont organisé cette journée de m'avoir invitée et de me permettre de présenter notre travail sur la période d'infection et le Covid long en population générale. Donc, comme l'a noté Madame Makowski, on constate, si la prévalence est restée globalement stable en population générale du Covid long jusqu'en 2022, une prévalence plus faible chez les personnes infectées après 2020 qu'au début de la pandémie. Ce phénomène peut principalement s'expliquer par deux choses. D'une part, la diffusion de la vaccination contre le SARS-CoV-2 en population générale, avec en France les premiers vaccins apparus fin 2020, puis le pass sanitaire à l'été 2021. Donc, selon une étude menée aux États-Unis, cette diffusion de la vaccination expliquerait la majorité de la diminution du risque de Covid long qui a eu lieu entre 2020 et 2022 dans cette population. Par ailleurs, dès la fin 2020, de nouveaux variants du SARS-CoV-2 sont apparus, alpha, bêta, delta et omicron. Le risque de Covid long serait plus faible lorsqu'on est contaminé par le variant delta, mais surtout par le variant omicron, que par le variant original du SARS-CoV-2, bien qu'il reste significatif. Par ailleurs, néanmoins, peu d'études ont été menées sur l'évolution du risque de Covid long, désolé c'est passé, mais dès 2020, c'est-à-dire à cette période-là, avant l'apparition de vaccins et avant l'apparition des variants en population générale. Or, plusieurs phénomènes pourraient expliquer une évolution du risque de Covid long dès le début de la pandémie, si l'on s'intéresse aux facteurs de risque. Je m'explique. Donc, les principaux facteurs de risque de Covid long sont le sexe féminin, l'âge, mais aussi la présence de comorbidités physiques ou mentales avant l'infection, telles que l'anxiété ou la dépression, la sévérité de l'infection aiguë. On sait que les personnes hospitalisées ont un risque plus élevé de développer un Covid long. Et enfin, des facteurs contextuels comme la précarité, l'isolement, certains comportements de santé comme la consommation d'alcool ou de tabac, une activité physique limitée et une alimentation inadaptée. Or, il y a eu des évolutions majeures du contexte sanitaire et social en France après la première vague qui a eu lieu de février à mai 2020. Premièrement, on sait que la prise en charge des formes sévères d'infection au SARS-CoV-2 s'est améliorée avec la première vague, avec notamment des soins souvent moins invasifs chez les personnes hospitalisées. Enfin, mai 2020 signe la fin d'un confinement particulièrement strict aux conséquences sociales et sanitaires importantes. Enfin, d'après une étude menée en Italie, il y aurait une potentielle diminution de l'anxiété en population générale après la première vague, qui reste à nuancer, puisque, notamment en ce qui concerne la dépression, la prévalence des symptômes dépressifs est restée très élevée en 2020 en population générale. Pour aller dans ce sens, une étude menée parmi des personnes ayant un Covid long en juin 2020 a constaté une surreprésentation des personnes infectées en première vague parmi celles-ci. Néanmoins, cette étude a été menée sur échantillons de convenance et n'a pas pu prendre en compte de potentiels facteurs de confusion socio-démographiques et médicaux. Dans ce contexte, notre étude publiée récemment visait à étudier l'association entre la période de Covid aiguë, première ou deuxième vague épidémique en 2020, et d'une part le risque de symptômes post-Covid à 6 mois, et d'autre part les facteurs de risque associés à ces symptômes. Nous nous sommes donc concentrés sur des personnes infectées en 2020, c'est-à-dire avant l'apparition des variants et avant la mise en place de vaccins. Nous avions donc l'hypothèse d'un risque de symptômes post-Covid à 6 mois plus élevé chez les personnes infectées en première vague que par la suite. Et donc les vaccins et le premier variant. Notre source de données était la cohorte EPICOV, qui est une cohorte nationale représentative de la population générale, menée sur 4 volets, au printemps et à l'automne 2020, à l'été 2021 et à l'automne 2022. Les données ont été collectées par questionnaire à tous les volets, ainsi que par sérologie permettant de repérer des anticorps du SARS-CoV-2 aux volets 1, 2 et 4. Les personnes éligibles étaient âgées de 15 ans ou plus, vivaient en France métropolitaine ou dans 3 DOM, Réunion, Martinique ou Guadeloupe, et devaient être présentes dans le registre Fideli 2018 de l'INSEE, qui est une base regroupant des informations socio-démographiques et fiscales sur plus de 96% de la population vivant en France. Parmi ces personnes, on a fait un échantillonnage par tirage au sort de 371 000 individus.
Notre population d'études pour ces analyses comprenait les participants aux 3 premiers volets d'EPICOV, qui étaient donc suivis jusqu'à l'été 2021, résidant en France métropolitaine et chez qui l'on avait repéré un premier Covid aigu en première vague ou en deuxième vague épidémique. Pour repérer les Covid aigus, nous nous sommes appuyés sur la définition de l'ECDC de 2020, qui considère comme probablement infectée toute personne déclarant au moins un des 5 symptômes cités ici. Notre exposition était la période de Covid aigu, donc première vague chez les personnes qui rapportaient des symptômes évocateurs du Covid aigu entre mars et mai 2020 au volet 1 d'EPICOV, et première infection en deuxième vague épidémique chez les personnes qui rapportaient pour la première fois des symptômes évocateurs du Covid aigu entre septembre et novembre 2020 au volet 2 d'EPICOV. Chez les personnes ayant un Covid aigu en première vague, nous considérions qu'elles avaient des symptômes post-Covid si elles déclaraient au moins un symptôme présent en phase aiguë et persistant au volet 2 d'EPICOV. Chez les personnes infectées pour la première fois en deuxième vague, nous considérions qu'elles avaient des symptômes persistants si elles déclaraient au moins un symptôme présent au volet 2 et persistant au volet 3 d'EPICOV. Les symptômes pris en compte comprenaient la fièvre, le mal de tête, la fatigue, les courbatures, la toux, les difficultés respiratoires, les troubles du goût ou de l'odorat et les douleurs thoraciques. Pardon. Désolée, j'ai passé trop vite. Donc, nous avons pris en compte des covariables sociodémographiques liées à l'état de santé initial et au déroulé de l'infection aiguë des personnes qui pouvaient expliquer une différence de risque de symptômes post-Covid chez les personnes infectées en première ou en deuxième vague épidémique. Nous avons comparé premièrement le risque de symptômes post-Covid selon la période de premier Covid aigu par des régressions de Poisson modifiées, puis nous avons cherché à déterminer si les facteurs de risque de symptômes post-Covid étaient les mêmes selon la période de Covid aigu, donc première ou deuxième vague. Pour cela, nous avons réalisé des régressions de Poisson modifiées stratifiées sur la période de Covid aigu, c'est-à-dire réalisées séparément chez les personnes infectées en première ou en deuxième vague épidémique. Puis nous avons recherché l'existence d'interactions entre la période et chacune des covariables vis-à-vis du risque de symptômes post-Covid. Les valeurs manquantes liées à la non-réponse et à l'attrition au fil de la cohorte ont été prises en compte par des pondérations, et les valeurs manquantes liées à la non-réponse partielle, notamment sur les symptômes post-Covid et les covariables, ont été prises en compte par imputation multiple par équation chaînée. Donc, dans notre étude, le risque de symptômes post-Covid à 6 mois était estimé à 14,6% chez les personnes avec un premier Covid aigu en première vague, contre 7% chez les personnes avec un premier Covid aigu en deuxième vague. Le risque relatif ajusté présenté ici montre que ce risque plus élevé de symptômes post-Covid chez les personnes infectées en première vague s'observait indépendamment des covariables prises en compte. Concernant les facteurs de risque de symptômes post-Covid, on observe chez les personnes ayant un Covid aigu en première vague uniquement que le risque de symptômes post-Covid était plus élevé chez les femmes, les personnes avec au moins une maladie mentale chronique et avec un niveau de diplôme inférieur au bac. Par ailleurs, quelle que soit la période de Covid aiguë, le risque de symptômes post-Covid était plus élevé en cas de maladie chronique physique préexistante ou lorsque le nombre de symptômes aigus était élevé. Notre étude montre donc un risque de symptômes post-Covid à 6 mois plus élevé en première qu'en deuxième vague, avant donc l'apparition de variants et la diffusion de vaccins. Donc cette différence ne peut s'expliquer a priori par aucun de ces deux phénomènes. Elle suggère plutôt un impact potentiel du contexte de Covid aigu sur la persistance de ces symptômes. Et donc d'autres études sont nécessaires pour expliquer quels phénomènes précisément sont entrés en jeu pour expliquer cette évolution. Par ailleurs, le risque de symptômes post-Covid estimé dans notre étude est faible au vu des estimations de Santé publique France. Donc pour rappel, il y avait une prévalence, d'après l'étude menée par Santé publique France, de 30% du Covid long en 2022 et non en 2021 parmi les personnes infectées avant Omicron. Cette différence, à mon avis, s'explique principalement par les différences de définition que nous avons utilisées, puisque nous avions des objectifs différents. L'objectif de Santé publique France était d'estimer le fardeau du Covid long. Nous avions plutôt un objectif analytique. Donc, avec Santé publique France, c'est 31 symptômes qui ont été pris en compte et une définition strictement collée aux critères de l'OMS, avec notamment une durée des symptômes supérieure à 60 jours. Notre étude n'a pu s'intéresser qu'à 8 symptômes persistants, et nous avons relevé les symptômes persistants 6 mois ou plus, qui peuvent être donc d'autant plus invalidants. Notre étude a néanmoins la limite de n'avoir pu prendre en compte que des symptômes post-Covid physiques.
Dans le questionnaire des PICOV, nous n'avions malheureusement pas d'informations, notamment sur les difficultés de concentration, qui est un symptôme post-Covid fréquent. Par ailleurs, pour définir les Covid aigus, nous nous sommes appuyés sur la définition de l'ECDC qui repose sur des symptômes évocateurs. Néanmoins, elle avait une bonne spécificité au regard du statut sérologique des participants collectés au volet 1 et 2. En conclusion, notre étude reste la première sur le sujet qui est représentative de la population générale, ici vivant en France, et nous avons pu contrôler notre comparaison du risque de symptômes post-Covid aux deux périodes sur de potentiels facteurs de confusion sociodémographiques et médicaux. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont rendu cette étude possible. Cette présentation est ouverte aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, merci pour la présentation. Je me demande si vous avez la possibilité de suivre ces patients et savoir combien ils sont guéris de Covid long. Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas très clairement dans la Bible. Bonjour, merci beaucoup pour cette question qui est effectivement une très bonne question. Alors, j'ai pu suivre les gens infectés en première vague jusqu'au volet 3 des PICOV, c'est-à-dire jusqu'à l'été 2021, ce qui fait des symptômes qui persistent au moins un an, un peu plus. Et si je ne me trompe pas, de mémoire, c'était une prévalence, enfin un risque de Covid long de 4% à peu près à un an, en prenant évidemment les symptômes qu'on a pu prendre en compte ici, donc il n'y a pas tous les symptômes. On aurait aimé suivre les gens jusqu'à l'été 2022, donc au dernier volet des PICOV, mais malheureusement, en fait, la manière dont est posée la question au volet 4 sur les symptômes persistants n'est pas comparable. Notamment, on ne demande pas seulement aux gens si le symptôme est encore présent, mais on leur demande s'il est présent, mais pas tous les jours, s'il est présent plusieurs semaines, ce qui colle davantage à la définition du Covid long, mais ce qui donne des réponses qui ne sont pas vraiment cohérentes avec les réponses précédentes. Donc, malheureusement, ce jusque vers quoi on a pu aller, c'est simplement un an ou plus chez les personnes infectées en première vague. Mais je suis d'accord que ça aurait été très intéressant de voir ça. Juste un commentaire, juste ici. Entre la première et la deuxième vague, il y a aussi une adaptation de la population vis-à-vis de l'infection. On a porté des masques, on a donc diminué à la fois la charge virale, la transmission. Est-ce que cela a pu avoir un impact sur le fait qu'on ait réduit pratiquement de 50% cette forme de Covid long que l'on peut observer en deuxième? Et la deuxième chose, c'est dans l'étude que vous faites, quelle est la fraction de la population? Est-ce que c'est le même type de population, c'est-à-dire 45 ans, ou bien effectivement là, on a un switch, une dérive sur la nature des personnes qui ont été infectées au niveau de la deuxième vague par rapport à la première, par exemple? Merci. Alors, pour répondre du coup d'abord à la dernière question, effectivement, il y a bien un changement dans les populations infectées entre les deux vagues, notamment parce qu'en première vague, avec les confinements, il y avait vraiment certaines populations à risque, les professions essentielles, les soignants notamment, les personnes dans les EHPAD. Et effectivement, avec la deuxième vague, les personnes infectées étaient notamment beaucoup plus jeunes, puisque les écoles ont réouvert, il y a eu des étudiants, etc. Donc ça, on a essayé de le prendre en compte en ajustant nos analyses sur les principaux facteurs d'infection, donc notamment l'âge, le sexe féminin, le fait d'être une profession en première ligne. Donc, a priori, notre étude tient compte de la plupart des facteurs connus d'infection en première ou deuxième vague. Concernant votre deuxième question, effectivement, c'est une très bonne question. Il me semble que les débats restent ouverts sur l'impact de la charge virale sur le risque de Covid long. Peut-être que le fait d'avoir ajusté, notamment sur le fait d'être soignant, le nombre de personnes dans le foyer et le fait de vivre avec un proche infecté, ça permet de partiellement prendre en compte l'exposition à la charge virale. Mais c'est vrai qu'on aurait pu peut-être réfléchir à d'autres manières de prendre en compte, notamment en interrogeant les gens sur leur comportement de protection. Deux questions. Je vais demander de faire des questions courtes et des réponses courtes, parce que là, on va devoir commander des pizzas, sinon à ce rythme-là. Pauline. Je vais être très rapide. Merci beaucoup. C'est juste pour savoir s'il y a une possibilité pour la suite de modifier les symptômes utilisés pour caractériser le Covid long, parce que là, il y en a très peu et ils ne prennent pas vraiment en compte la caractéristique multisystémique fluctuant et persistant du Covid long. Il n'y a pas les symptômes cognitifs, pas les symptômes digestifs, pas les symptômes immunitaires. Enfin voilà, donc je me demandais si c'était possible pour la suite de modifier ça et en impliquant notamment un des patients avec vous pour faire que ça représente plus les symptômes éprouvés. Voilà. Oui, merci. Alors c'est une très bonne question aussi. On ne pouvait pas avec ce questionnaire puisqu'il a été fait en 2020 malheureusement, donc il ne tenait pas compte de tout, mais le questionnaire de l'été 2022 tient compte notamment des difficultés de concentration, des symptômes digestifs, etc.
dernière question pour cette session. Je suis désolé. On a été trop ambitieux avec le programme. Bonjour. Merci pour la présentation. La différence de fréquence, de prévalence de Covid long entre les deux vagues est en effet intrigante. Est-ce que vous avez aussi considéré la possibilité des variants viraux? Parce qu'il y a quand même eu D614G qui est apparu en cours d'année 2020. Et ce virus avait une infectivité plus grande, mais peut-être une pathogénicité différente. Donc avez-vous envisagé cette possibilité? Alors, effectivement, nous, on n'a pas pu prendre en compte ce phénomène parce qu'on n'avait pas d'informations sur le type de variant contracté. Il ne me semble pas avoir lu d'informations sur la différence de risque de Covid long avec ce variant précisément, mais effectivement, c'est une limite de notre étude. Merci beaucoup. Merci.